Je vais proposer à Pierre Vol et Pierre Redarès de me rejoindre. Alors, comme ça a été annoncé, en fait, on va avoir une première partie qui va essayer de nous donner un éclairage sur la manière dont ce sujet du marketing responsable est pensé, sur la manière dont il est défini. Je me présente, Olivier Classiot, moi je travaille sur ces sujets depuis une vingtaine d'années. J'ai créé en 2003 un cabinet qui s'appelle Des enjeux et des hommes, qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises sur leur démarche de durabilité. Et évidemment, la maturité des entreprises évoluant, les marques, et notamment les équipes marketing qui pilotaient ces marques, ont eu envie aussi de prendre la parole, d'exprimer leurs engagements, de les partager avec leur public, à commencer évidemment par les clients et les consommateurs. Et donc, c'est poser la question de la manière dont on pouvait faire cet exercice de manière juste et aussi de manière efficace. Alors, une vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est quand on regarde l'évolution réglementaire, on peut citer la taxonomie européenne, quand on voit la manière dont les consommateurs, les clients qui achètent nos produits et services évoluent dans leurs attentes, dans même leurs exigences parfois, dans leurs attentes de preuves concrètes, on se dit que l'ensemble des métiers de l'entreprise doit être impacté dans cette transition. Et dès lors qu'on va parler des métiers du marketing et de la communication, se pose la question du washing. Comment éviter le piège de ce fameux greenwashing, ODD washing, social washing, ethical washing. Et donc se pose la question de la capacité des équipes marketing à bien réussir cet exercice. Et vous allez voir qu'il est passionnant et en même temps, il faut le faire de manière rigoureuse. Alors, c'est à cet effet que nous avons le plaisir et la chance de bénéficier d'un double éclairage par nos deux amis Pierre. Ils ont le même prénom. Ils ont aussi en commun de faire partie de l'ADTEM, cette association, cette grande association française de responsables marketing et de personnes qui travaillent dans les métiers du marketing. Et l'ADTEM a créé il y a à peu près 1 an et demi un collectif qui s'appelle Responsable, dont vous avez le logo là à l'écran, et qui a pour objectif de vraiment faire avancer les outils, les repères de l'ensemble des marketing sur ces sujets. Donc on va essayer de bénéficier justement de leur regard croisés avec, vous allez voir, des points d'expertise qui sont assez complémentaires. Alors, dans la préparation de cette conférence, on s'est dit, quand on voit tout ça, vous avez le nuage de mots à l'écran, on pourrait se dire que les marketeurs ont dû s'emparer du sujet il y a longtemps. Et que dans toutes les entreprises, petites et grandes, B2C, B2B, le marketing est en train de prendre sérieusement le virage du marketing responsable. Eh bien, dans la préparation de notre échange, et là je me tourne vers toi Pierre, on s'est dit que pas forcément. C'est-à-dire que la manière dont les choses ont démarré était peut-être un peu décalée par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, et j'avais envie d'avoir ton premier éclairage là-dessus. Oui, alors. Ça fonctionne, oui. Oui, nous aussi, on bénéficie d'un double éclairage. C'est assez... Voilà. Je pense voir à peu près le slide. Oui, alors l'idée, c'était peut-être... voilà, si on veut bien... J'ai choisi un slide. Bon, vous reconnaissez tous le fondateur d'Amazon. C'est le slide qui nous a, je pense, et l'idée générale derrière, qui nous a guidés depuis une vingtaine d'années, hein, c'est l'obsession du client. Et pour moi, cette obsession du client, sur lequel j'ai travaillé 20 ans, donc je suis désolé, je suis un peu un repenti. J'ai largement contribué à populariser ce genre de vision. Cette obsession du client, derrière, il y a 3 obsessions des professionnels du marketing. La première, c'est celle de la croissance, mais qui passe par le recrutement de nouveaux clients. Voilà. Pas la fidélisation, hein. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut fidéliser les clients, mais la première obsession, c'est le recrutement. La deuxième obsession, c'est la croissance par la création de nouveaux produits, plutôt que la création de services. Et la troisième obsession, c'est celle du ROI, voilà, qui nous force à faire des calculs de performance à court terme et qui, finalement, ces 3 obsessions nous éloignent de l'idée même de durabilité.
Donc pour moi, si on veut aller vers le marketing durable, il faut savoir garder quelque part ce souci de la croissance, du recrutement et de la rentabilité, mais savoir dépasser ces contraintes. Alors on peut le faire, hein, je donne juste un exemple. Aujourd'hui, il y a une substitution des produits par les services. Mais beaucoup d'entreprises ont encore du mal à aller vers ce qu'on appelle la servicisation, hein. Par exemple, transformer la vente d'un produit en service de location, d'assurance, de réparation, de maintenance. Voilà, typiquement pour donner un seul exemple d'évolution. Donc voilà, 3 obsessions qui ont guidé le marketing depuis 20 ans, 3 obsessions qui quelque part empêchent d'aller vers un marketing plus durable. Il faut savoir dépasser ces obsessions et on va, je pense, en parler un petit peu plus tard. Alors justement, j'avais envie de bénéficier justement de votre double regard sur finalement, en partant de ça, en partant de peut-être cette voie un peu maladroite, en considérant que les marketeurs qui étaient dans nos équipes, dans nos directions marketing, n'avaient pas été formés à ces sujets dans les grandes écoles de commerce et de marketing. Il y a pour autant un virage qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Tout à l'heure, on va se centrer sur la partie relations clients, etc. Mais est-ce que, Pierre, tu pourrais nous dire quels sont les grands sujets, finalement, qui sont prégnants et sur lesquels l'ensemble des acteurs doivent se mobiliser, mais notamment les marketeurs. Finalement, à quels grands enjeux on doit répondre? Là, j'aimerais partager un slide qui est en fait issu de mon ouvrage Marketing plus durable que j'ai publié en 2022, en octobre 2022. Et en fait, je dois remercier ma femme pour ce slide, parce que quand je lui ai dit que j'allais travailler sur ce projet et que je ne serais pas disponible pendant 6 mois, j'ai dû quand même justifier un petit peu l'intérêt du thème. Bon, après avoir travaillé 20 ans sur l'expérience client, la relation client, la stratégie client. Et en gros, sa conviction, c'était de dire le marketing durable, c'est du bullshit en fait. Elle est américaine, donc en plus, elle peut le dire en anglais, donc c'est beaucoup mieux que moi. C'est du bullshit, ça veut dire quoi en fait? Et donc, je me suis creusé un peu la tête. Je pense qu'on peut imaginer 5 un peu niveaux, on va dire, hein, 5 levels de marketing plus durable. Le premier, on le voit pas mal ici, d'ailleurs on est assis dessus, c'est la réduction de l'impact environnemental des actions de marketing, par exemple de l'événementiel. Donc nous, on est assis sur des meubles qui sont voilà, recyclés. C'est bien, on réduit l'impact en fait. Alors c'est les logiques, par exemple, de calcul des émissions carbone des campagnes de publicité, qu'on va essayer de réduire, des événements, etc. Donc c'est le premier niveau, c'est un niveau important, mais c'est le premier niveau. Donc le deuxième niveau, c'est la promotion de services et de produits qui ont un impact environnemental positif ou un impact social positif. Et donc ça veut dire tout simplement que le marketing peut servir aussi à la promotion de produits bénéfiques, mais en termes d'impact, hein. Donc ça nécessite, on va en reparler, de pouvoir qualifier un peu cet impact. Donc on dit souvent que le marketing c'est un problème. Ici c'est l'idée de dire que c'est une solution si les techniques de marketing, de communication se mettent au service de la promotion de produits et de services qui ont un impact positif. Après, on peut commencer à travailler sérieusement, si je peux me permettre, c'est-à-dire sur l'offre. Comment on peut travailler l'offre de produits et de services de façon à maximiser leur impact, hein, à minimiser l'impact environnemental, augmenter l'impact social. Mais ça suppose de travailler sur l'offre. Donc là, on rentre dans le dur. À partir de ce niveau-là, vous voyez, il y a une sorte de décrochage quand même, hein. Et le pari qu'on fait autour de ce livre, c'est de dire aux marketeurs, il ne suffit pas de changer la recette, il ne suffit pas d'enlever du sel, voilà, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut sans doute reconcevoir les modèles d'affaires. Et là, ça impose aux marketeurs de sortir de leur zone de confort pour aller travailler sur le modèle d'affaires. Donc on en reparlera tout à l'heure, des modèles d'affaires circulaires notamment, mais voilà. Donc là, l'idée, c'est de contribuer vraiment au développement durable en changeant le modèle d'affaires. Et puis, vous voyez, le dernier niveau, la créer de la valeur collective. Je peux vous donner un exemple très simple. Vous prenez Airbnb, mais c'est très bien Airbnb. Ça crée de la valeur pour les propriétaires, ça c'est sûr. Ça crée certainement de la valeur pour les clients, ça c'est sûr. Mais quid des riverains, quid des municipalités, quid peut-être même
de l'impact environnemental total, puisqu'à partir du moment où vous pouvez voyager plus facilement grâce à Airbnb, vous allez voyager plus souvent, donc finalement augmenter votre impact. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet de rebond. Donc calculer cette valeur collective en prenant l'ensemble des parties prenantes, ça suppose un saut considérable pour les marketeurs. Et je reviens à mon premier slide et j'arrête là. C'est de dire, OK, ça fait 20 ans qu'on travaille pour le client, mais là, il ne faut pas juste travailler pour le client, il faut travailler pour l'ensemble des parties prenantes. Et le marketeur, il faut qu'il arrête d'être obsédé par le client final, l'utilisateur, vous l'appelez comme vous voulez, l'usager, mais qu'il regarde l'ensemble des parties prenantes et qu'il sache mesurer l'impact de ses actions. Et là, c'est le futur, parce qu'il y a peu d'entreprises qui sont là. Merci Pierre. Alors, on a évoqué justement ces enjeux et notamment les enjeux environnementaux. On se disait que, et je voulais faire un petit clin d'œil à Madame Brundtland, qui en 87 avait écrit une définition du développement durable et qui avait dit l'erreur qu'on a fait dans le passé, c'est de faire l'économique et l'environnemental et d'oublier que la dimension humaine, la dimension sociale, elle était très importante. Et elle prenait l'exemple, par exemple, de la déforestation. Qu'est-ce qui faisait qu'on déforestait parfois des forêts primaires ? Parce que les gens qui habitaient à côté de ces forêts avaient besoin de cultiver, avaient besoin de se nourrir. Et donc, les préoccupations mondiales environnementales, ce n'était pas forcément leur sujet de préoccupation premier. Et donc, c'est la première fois qu'on a eu cette schématisation du développement durable dans lequel on a 3 dimensions qu'on a besoin de prendre en même temps. Et donc Pierre, tu me disais, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on entend parler de RSE, de durabilité et même de la manière dont les métiers s'en emparent, on a une part de voix qui est très importante sur la dimension environnementale, notamment climatique. Et donc évidemment, cet enjeu est important. Mais pas que. Et donc je voulais te donner la parole pour que tu puisses nous montrer, un peu comme Pierre Wohl disait tout à l'heure, il faut avoir le client en tête, mais l'ensemble des parties prenantes. Finalement, si on va avoir une appréhension correcte, quels sont les autres éléments qu'il faut qu'on appréhende ? Déjà, aujourd'hui, on est très focalisé sur les questions d'évolution du climat, d'émissions de CO2, etc. Il y a toutes les autres frontières planétaires qui entrent en ligne de compte. Donc, il faut, quand on parle de climat, avoir en tête les externalités que les solutions qu'on peut y apporter vont avoir, par exemple, sur les questions de biodiversité. Mais quand on est marketeur, donc il va falloir qu'on contribue à une économie plus régénérative pour essayer de revenir à l'intérieur de ces frontières planétaires par des changements de business model qui vont moins exploiter les ressources. Mais il faut garder aussi en tête que le but premier d'une économie, c'est aussi de subvenir aux besoins de l'ensemble de la société et du plus grand nombre. Et ça, on arrive sur la partie droite de ce slide avec ce donut, puisque c'est comme ça que Kate Raworth l'avait appelé, ce donut qui doit tenir compte d'une part d'un plafond environnemental, c'est-à-dire de ne pas consommer plus que ce qu'on doit, le système Terre peut nous fournir, et puis un plancher social, c'est-à-dire être capable d'avoir une économie plus distributive également, et qui permet de donner accès à une consommation plus responsable, entre guillemets, au plus grand nombre, puisque si on remplace un produit, on va dire, pour caricaturer, qui ne serait pas responsable par un autre produit plus responsable, c'est souvent des coûts qu'on réintègre et donc un coût pour le client plus élevé. Donc, d'où l'importance aussi du changement de business model pour développer également l'accessibilité de ces offres. Merci. Donc on voit, et donc ce donut, pour ceux qui ne connaissaient pas ce repère, il est très intéressant parce qu'il montre une double frontière. En fait, l'épaisseur du donut est contrainte par la capacité à exister dans un environnement qui est soumis à des tensions, et le besoin d'aller répondre aux attentes, finalement, des personnes qui vivent dans cet environnement. Et donc, plus on fait mal les choses, et plus le donut se rétrécit. Et donc, c'est là tout ce défi. Et donc, on est en train de prendre en compte le fait que si on veut faire du marketing responsable, on va devoir apprendre à regarder les choses différemment. Et aujourd'hui, dans les entreprises, force est de constater que les équipes développement durable ou RSE ont un peu appris à comprendre ces thématiques et à les travailler, et que ce n'est pas forcément à ce stade le cas des autres métiers. Mais
se pose la question finalement de l'implication du marketing. Et j'ai même envie de dire, parce que c'est une question qu'on s'est posée à l'ADTEM, déjà, est-on capable de se mettre d'accord sur la définition du marketing responsable ? Si on avait le temps de passer un micro dans la salle et de vous demander de le définir, je serais curieux de savoir à quoi on arriverait. On a fait l'exercice avec la petite vingtaine d'experts responsables et on a mis à peu près 3 mois en s'arrachant les cheveux pour arriver à quelque chose qui soit consensuel. Alors ce que je vous propose là, dans la prochaine étape, c'est de convier dans la conversation Myriam Hertz, qui est professeure au Québec et qui va intervenir à 2 étapes. D'abord, on lui a demandé de partager sa définition du marketing responsable. Et donc, je vous propose de le découvrir en images, puis on comparera avec la définition qu'on a donnée à l'ADTEM. Et ensuite, j'inviterai nos experts à peut-être apporter un commentaire. Alors, en images, la définition du marketing responsable telle que vue de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour, donc je vais vous présenter ce qu'est le marketing responsable dans cette capsule. Donc, il faut savoir que jusque dans les années 70, les affaires étaient menées dans le cadre de ce qu'on appelle le paradigme social dominant, qui stipule que l'être humain a la latitude d'apprivoiser, de contrôler et de dominer son environnement pour son bien-être individuel et collectif. Par contre, il y a des conséquences néfastes qui ont émergé, notamment la pollution environnementale et l'épuisement des ressources. Donc c'est ainsi qu'il y a eu proposition d'un nouveau paradigme environnemental qui implique d'accorder une plus grande importance à l'atténuation des impacts, d'abord écologiques, puis sociaux, dans la conduite des affaires. Ce nouveau paradigme va constituer la matrice de laquelle émergera plus tard le concept de développement durable dans les années 80, avec notamment le rapport Brundtland. Enfin, le marketing responsable constitue une branche du marketing dont l'objectif est d'opérationnaliser la notion de développement durable à la sphère de la mise en marché des produits. Généralement, les notions de durabilité, de responsabilité, d'éthique et de déontologie sont parfois utilisées de manière interchangeable pour désigner le marketing responsable, alors qu'elles font référence à des choses bien différentes. Donc, à quoi renvoient ces notions ? Tout d'abord, la déontologie peut se définir comme les règles régissant une profession et la conduite de ceux qui l'exercent. Elle est caractérisée par 2 éléments. Tout d'abord, l'objectivité, dans le sens où il existe un corpus de textes, de guides, de directives ou d'autres documents à caractère normatif de référence pour réglementer les pratiques au sein d'une profession ou d'un domaine. Ensuite, la notion de sanctionnabilité, soit la possibilité pour un membre d'une profession ou d'un domaine d'être sanctionné en cas de manquement au code déontologique. L'éthique réfère plutôt à des principes moraux qui forment la base du comportement d'un individu. Donc c'est la recherche personnelle de la sagesse dans l'action. Et l'éthique est caractérisée par 2 éléments. Donc le premier, c'est que même s'il existe des accords de principe sur ce qui fait qu'un acte est éthique ou non, l'éthique reste relativement subjective car il s'agit avant tout d'une recherche ou d'une quête personnelle. Elle peut donc varier d'un individu à l'autre. Deuxièmement, le manque de codification de l'éthique ainsi qu'un manque de référents ou d'organes de contrôle font en sorte que les manquements à l'éthique sont difficilement sanctionnables. Ils sont à tout le moins répréhensibles moralement. La responsabilité, c'est la contrepartie de la jouissance des diverses libertés. En effet, un individu n'est libre que dans la mesure où il assume les conséquences de ses actes. Et la responsabilité s'arrime ainsi de manière plus appropriée avec le développement durable, surtout dans une économie de marché libre et ouverte. Les acteurs du marché peuvent donc opérer librement, pour autant qu'ils soient responsables des conséquences environnementales et sociales qui génèrent leurs affaires. Donc la responsabilité intègre ainsi davantage d'éléments. Donc tout d'abord, l'objectivité, car le marketing responsable va se baser sur des éléments existants de codes déontologiques, mais aussi de chartes, de normes et de conventions internationales pour guider l'action des organisations. Ensuite, la sanctionnabilité signifie que l'organisation peut subir des répercussions si elle échoue à atténuer ses impacts environnementaux et sociaux. Enfin, la réponse fait référence à l'idée
que l'organisation qui échoue à atténuer ses impacts socio-écologiques va s'engager dans un processus de réparation volontaire ou non pour compenser son échec. Donc le lien entre ces différentes notions, c'est que la durabilité, elle va être davantage perçue comme une résultante de l'existence et de l'application de ces 3 éléments que sont la déontologie, donc qui s'applique plus à un secteur, un domaine, une profession, l'éthique qui s'applique plus à l'individu et la responsabilité qui s'applique plus à l'organisation ou un organisme. Le marketing responsable se bâtit sur la déontologie et l'éthique, en plus d'intégrer la notion de réponse de ces actes sur le plan organisationnel pour atteindre la durabilité. Donc, en définitive, le marketing responsable peut donc être défini comme une approche marketing qui respecte le principe de triple mission, durabilité, selon des critères objectifs, objectivité, respectueux, voire précurseurs de la loi, par l'anticipation bienveillante des intentions, des moyens et des conséquences sur les parties prenantes. Donc ça, c'est l'aspect éthique, motivé par l'impératif de devoir rendre compte de ces 3 composantes. Donc ça, c'est la notion de réponse, et de risquer une sanction d'une manière ou d'une autre, la sanctionnabilité, en cas de manquement. Si vous souhaitez en savoir plus sur le concept de marketing responsable, mais aussi sur ses frontières avec de nombreux autres concepts connexes, comme le marketing social, le marketing sociétal, le marketing vert ou encore le marketing environnemental, et que vous souhaitez avoir des pistes de mise en œuvre plus concrètes dans une démarche managériale, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage Marketing responsable, donc le premier ouvrage francophone à aborder le marketing responsable de manière appliquée et pratique, tout en prenant en compte les dernières avancées académiques sur le sujet. Alors, avant de vous faire réagir, ce qui est très intéressant, alors on voit là qu'on est monté un peu en théorie, et c'est aussi intéressant de se dire que le marketing, c'est pas que de la bonne pratique opérationnelle terrain, même si tout à l'heure, on aura la chance d'avoir l'éclairage de nos témoins qui vont vous raconter de l'intérieur comment les choses se passent. Ce que je trouve intéressant, avant qu'on regarde la définition de l'ADTEM, c'est que vous voyez que dans les éléments que Myriam a partagés avec nous, il y a bien un certain nombre de briques dont on a besoin pour être capable demain de mettre en place ce marketing durable ou responsable. Alors, on avait envie de se pencher sur ce travail de synthèse, pas simple, que l'ADTEM avait mis en place. Et donc, je vais simplement lire à haute voix la définition et ensuite proposer à nos intervenants éventuellement d'apporter un commentaire. Le marketing responsable, c'est un marketing engagé, respectueux de la planète et des personnes. Dans un contexte de changement global, de transformation, il impulse de manière active la dynamique de transition des entreprises, business model, offre et tous les process qui vont avec dans les différents métiers, vers des modèles de création de valeur qui répondent aux enjeux de développement durable. Donc le marketing responsable, c'est finalement au sein des entreprises et via le volet que les marketeurs peuvent porter et contribuer à faire évoluer la réponse qui est apportée par l'entreprise et par la marque. Alors, un commentaire éventuellement de votre part, messieurs, sur à la fois les 2 lectures et puis peut-être sur ce que vos réactions à la manière dont Myriam Hertz a défini de manière assez complète finalement le marketing responsable. Oui, réaction. En fait, on mélange 2 choses qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, on mélange aussi les couleurs. Parce que le marketing responsable n'a pas à être vert. Okay, d'ailleurs, à mon éditeur, j'ai dit surtout pas de vert. D'ailleurs, vous voyez, pour une fois, ils ont écouté. D'abord, aujourd'hui, on ne parle plus de greenwashing, mais de bluewashing. Parce que ça embarque 2 aspects que Pierre évoquait tout à l'heure, qui sont d'ailleurs dans la définition, respectueux de la planète et des personnes. C'est la traduction des limites environnementales, le plafond environnemental et le plancher social. On a bien les 2 dimensions. Ça, c'est la première chose à vraiment prendre en compte. Donc, il n'y a aucune raison que ça soit vert, pour commencer. Deuxièmement, je redescends, mais derrière, on traite de vrais sujets. Le deuxième point, c'est que ça n'a rien à voir avec l'éthique.
Le marketing durable, pour moi, en tous les cas, ça a à voir avec l'impact. Et il y a des chercheurs aujourd'hui qui vous disent qu'il ne faut surtout pas mettre de l'éthique dans la question du durable. C'est une question d'impact, ça se mesure. C'est bon ou c'est mauvais? Je veux dire, scientifiquement, il n'y a pas de jugement de valeur. Donc, on n'est pas dans l'éthique. Donc, à vous de voir comment vous vous positionnez. Mais moi, je distingue le marketing responsable qui fait appel à des enjeux de déontologie et d'éthique, comme l'a dit Myriam, et les enjeux de marketing durable qui sont ailleurs, qui sont en prolongement. Et elle avait fait une petite flèche là, durable en parallèle de son triangle. Non, pour moi, le responsable, c'est une condition nécessaire de la durabilité. On ne peut pas être durable si on n'est pas responsable, mais on peut être responsable sans être durable. Exemple, je fais une bonne pub qui voilà, ce produit, honnêtement, il va vous tuer dans 20 ans. Ça, c'est responsable, mais ce n'est pas durable. Bon, je force le trait, hein, mais on peut tout à fait être responsable sans être durable. Je donne un exemple, c'est amusant. Dans 60 millions de consommateurs, il y a une entreprise de téléphonie qui a été condamnée il n'y a pas longtemps. C'est amusant, hein. SFR, en l'occurrence, je le cite, c'est public, parce qu'ils ont été condamnés et ils ont dû mettre sur la homepage de leur site la condamnation. Voilà. Sauf que pour voir la condamnation, il faut faire un scroll-up. Je ne sais pas ce qui fait des scroll-up sur les pages d'accueil. Normalement, c'est scroll-down, en fait. Hein. Donc, c'est malin, hein, c'est astucieux. Le mec qui a inventé le scroll-up pour cacher la condamnation sur la homepage de SFR. Bon, ben ça, c'est pas responsable. Par contre, ça n'a rien à voir avec le durable. Donc, pour moi, c'est vraiment deux sujets différents. Alors, ce qui est intéressant, tout comme tout à l'heure, on disait, il y a la dimension environnementale et puis sociale et sociétale. On voit qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du cadre, du mesurable. Et puis, il y a des choses qui peuvent être du domaine de l'interprétation individuelle. Ton point de vue, en tout cas, Pierre, c'est de dire essayons de ne pas mélanger les choses et de les distinguer. J'ai trouvé aussi intéressant dans ce que Myriam a apporté, qui pour moi va au-delà de la définition, c'est finalement, si on voulait embarquer l'ensemble des marketeurs dans cette voie, on a besoin d'un certain nombre de repères. Il n'y a pas de code déontologique clair sur le marketing responsable. Il y en a un sur la communication responsable, d'ailleurs. Et donc, si on a le temps tout à l'heure, on pourra éclairer un peu la manière dont l'ADTEM est en train d'essayer de doter les marketeurs français de ces outils. Mais Pierre, est-ce que toi, tu avais éventuellement aussi un commentaire ou une réaction sur cette manière de délimiter le marketing responsable ? Oui, alors je ne vais pas répéter ce qu'a dit Pierre, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'on est sur deux notions un peu différentes, mais complémentaires. C'est-à-dire que Myriam parlait de la définition de ce qu'est un marketeur responsable. Donc c'est le cadre finalement réglementaire presque, ou normatif, je ne sais pas comment l'appeler. Dans le collectif responsable, et c'est une définition moi qui me plaît bien parce que mon métier c'est d'accompagner mes clients dans la transformation de leurs offres pour les mettre finalement au service des parties prenantes et pas uniquement du client comme on l'a fait précédemment pendant des années. Et donc cette définition qui est plus là pour être durable au service de l'humanité plutôt que de se poser la question de savoir ce qui est responsable ou ce qui n'est pas. Très bien, merci beaucoup. Je ne voudrais pas couper les cheveux en quatre. Moi, je suis très en phase avec cette définition, mais évidemment, hein, elle parle de création de valeur qui répondent aux enjeux de développement durable. Et il faut, quand on fait du marketing responsable / durable dans ce sens-là, maîtriser les enjeux de développement durable, c'est compliqué. Tu faisais référence à l'ONU tout à l'heure avec les 17 objectifs de développement durable. Et les marketeurs doivent s'approprier les notions qu'il y a derrière, aussi les métriques. Parce qu'il y a, certes, il y a une jolie représentation des objectifs de développement durable, mais derrière, il y a un fichier Excel avec 235, je crois, indicateurs. Donc, il y a plein de notions qui sont importantes et qui font donc référence à l'impact, quelque part, l'impact. Et aujourd'hui, les marketeurs doivent s'emparer de ce sujet. Moi, je suis juste au début à titre personnel. Hein. C'est vraiment un truc un peu compliqué, mais savoir mesurer l'impact du marketing, ses externalités, comme tu disais tout à l'heure, c'est un élément essentiel. Et je voulais juste souligner le S qui a valeur dans la définition du marketing responsable de l'ADTEM. Il est loin d'être anodin. Alors, il est loin d'être anodin et ce n'est pas la création de valeur au sens financier du terme, c'est la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Mais je voulais aussi faire un commentaire sur le S. C'est aussi la création de valeur dans le sens où derrière, on véhicule un modèle de valeur, donc culturel. On en reparlera tout à l'heure sur les imaginaires. C'est aussi une question, là, pour le coup, d'éthique. On retombe sur la notion d'éthique.
Alors, en fait, ce qui est très important dans ce qu'on est en train de dire, c'est que, on prendra appui aussi sur cette progression dans les témoignages qu'on aura tout à l'heure, c'est que on a eu une vision de la durabilité qui était très négative. En fait, on devait, et c'est ton premier point Pierre d'ailleurs, on devait amoindrir nos impacts négatifs. Le problème, et moi je vois ça puisque j'accompagne les entreprises depuis quasiment 20 ans, c'est que le pire qui pouvait arriver, c'est qu'une entreprise sincèrement s'engage dans cette notion de RSE, remette en question ses offres, et puis finalement perde la bataille commerciale. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Et que les clients qui n'ont pas compris, qui n'ont pas les bons critères, finissent par choisir le mauvais produit ou celui de l'entreprise ou de la marque qui n'est pas engagée. Et donc, ce qui est important, c'est que le marketing est essentiel dans cette transition parce que c'est aussi le marketing qui va faire en sorte que les marques et les entreprises sincèrement engagées gagnent des clients, que ce soit celles qui soient en bonne santé. Alors, ça va nous permettre de passer à la deuxième grande partie de cette première table ronde, qui est de regarder un petit peu comment les choses se mettent en place. Alors, on a demandé à Myriam, qui s'excuse à nouveau de ne pouvoir être avec nous, Myriam Hertz, de nous faire un florilège d'un certain nombre de bonnes pratiques qu'elle a pu observer à l'échelle internationale et au niveau français et au niveau étranger. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule sur les constats, tendances et signaux faibles en marketing responsable. Cette capsule vise à exposer plus en détail les tendances en marketing responsable sur le plan national en France et international en les abordant selon 3 catégories distinctes. Les constats, objectifs de la situation, les tendances, les nouveautés en émergence, les signaux faibles, des éléments plus marginaux, mais qui risquent de gagner en importance et de devenir des tendances. Le rapport Meaningful Brands 2021 d'Havas Group alerte sur la menace d'un cynisme croissant des consommateurs. En effet, les consommateurs sont plus méfiants envers les engagements responsables des marques, puisqu'environ 71% d'entre eux ont peu confiance dans le fait que les marques tiendront leurs promesses. Les citoyens d'aujourd'hui se sentent prêts pour changer leur mode de vie grâce à leur consommation, préservation de leur santé, préservation de l'environnement, lutte contre le néolibéralisme et lutte contre les inégalités sociales et ainsi de suite. Toujours selon le rapport Meaningful Brands d'Havas, 73% des consommateurs affirment que les marques doivent agir maintenant pour le bien de la société et de la planète. Malgré leur volonté de changement, les consommateurs peinent à accompagner leur activisme par des actes concrets et cela s'explique par un sentiment d'impuissance ressenti et une capacité limitée à faire changer les choses. On appelle aussi cela le fossé attitude-comportement et intention-comportement. On observe une réorientation des flux financiers par les investisseurs, les prêteurs et les assureurs vers des entreprises au comportement responsable. Cela a motivé le changement de comportement des entreprises. Les gouvernements disposent de nombreux outils réglementaires pour façonner les pratiques commerciales et utilisent de plus en plus leur autorité réglementaire pour inciter les entreprises à adopter des pratiques commerciales responsables. Les travailleurs sont de plus en plus enclins à influencer matériellement la stratégie et la réputation des entreprises qui feraient de l'éco-blanchiment. La population des consommateurs se diversifie de plus en plus par l'ethnie, la culture, etc., incitant ainsi à une réelle adaptation des marques. Ces différents constats assez disparates créent un contexte particulier qui est notre contexte contemporain et dans lequel se développent de nombreuses tendances dans le milieu des affaires. Nous allons donc effectuer un bref aperçu de diverses initiatives qui sont autant de cas nationaux et internationaux exemplifiant différentes facettes du marketing responsable. La tendance de l'engagement pour l'environnement est la plus marquée lorsqu'il est question de responsabilité, même si cette orientation est toutefois assez limitée, car il y a aussi les préoccupations sociales ou de gouvernance. La marque de café Nespresso a initié un café 100% neutre en carbone et plante en France chaque année 500 000 arbres afin de compenser ses émissions de CO2. De plus, Nespresso communique sur son système de recyclage des capsules usagées avec plus de 5000 points de collecte en France notamment. Tim Hortons, une chaîne de café canadienne, a choisi de démontrer son engagement graduel pour le développement durable avec son programme Team du bien au quotidien. Petits changements, grands impacts. Dans le volet Notre engagement envers la planète,
l'organisation met notamment en valeur l'utilisation de moins de plastique à usage unique, des manchons réutilisables, des serviettes de matière recyclée à 100%, ou encore ses restaurants éco-efficients intégrant notamment l'éclairage ADEL, les robinets automatiques à faible débit et de nombreuses autres initiatives. Comme Danone est une des rares organisations en France à avoir aligné ses objectifs climatiques avec la trajectoire 2 degrés Celsius, elle prévoit d'être neutre en carbone à l'horizon 2050 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et communique présentement sur son empreinte carbone. C'est dans ce contexte que la marque incite ses employés à être sensibles aux enjeux responsables par du marketing responsable interne. Elle a notamment lié les primes de fin d'année d'un tiers de ses dirigeants mondiaux à la progression de leurs efforts de réduction de l'empreinte carbone au sein de leurs services. Compte tenu de la diversité croissante de la population, la banque TD, pour Toronto Dominion, comme d'autres banques canadiennes d'ailleurs, communique amplement sur sa détermination à soutenir et à respecter la protection des droits de la personne et les normes éthiques afin de favoriser la diversité et l'inclusion. Ces mesures s'inscrivent tout à fait dans la dimension sociale du développement durable. Le groupe SEB développe des produits inclusifs qui prennent en compte les personnes en situation de handicap ou à capacité physique limitée du fait de blessures, de maladies, d'un âge avancé ou d'autres causes. Sa gamme Includéo, de la marque Tefal, au design inclusif, s'adresse ainsi à tous les consommateurs. Les organisations mettent également fortement en valeur leur contribution aux communautés dans lesquelles elles opèrent. Outre son engagement environnemental, Tim Hortons présente un second engagement envers les gens et les communautés. Ce volet recouvre de nombreuses initiatives, dont les camps de la Fondation Tim Hortons, la vente de biscuits sourires, dont 100% des recettes sont versées à des organismes caritatifs, hôpitaux et groupes communautaires locaux dans tout le Canada, le soutien aux ligues de soccer et de hockey Timbits, les dons de café et de beignes, ou encore la vente de beignes orange, dont les profits sont versés à des organismes œuvrant à la réconciliation avec les autochtones canadiens. Plutôt que de considérer les aspects socio-écologiques comme des contraintes, certaines organisations en ont fait les bases de leur modèle d'affaires et se développent ainsi grâce à des facettes de la responsabilité. Cascade, une entreprise canadienne, tire principalement ses matières premières dans les bacs à recyclage. Elle utilise de vieux journaux pour des emballages d'œufs ou encore des bouteilles de plastique pour des barquettes pour aliments. Les signaux faibles sont des signaux avant-coureurs. Ils sont encore assez marginaux et en ce sens ne représentent pas encore de vraies tendances, mais plutôt des tendances probables en devenir. La protection de la vie privée des utilisateurs est une question épineuse, et tant les GAFA que le législateur ont initié des changements qui pourraient avoir des répercussions sur le marketing des organisations, mais qui pourraient dans le même temps leur permettre de trouver des manières plus éthiques d'approcher les données privées des utilisateurs. Google a annoncé pour 2023 la fin des cookies, tandis qu'Apple a restreint l'exploitation des données personnelles de ses utilisateurs, car selon eux, cela nuit au service de leur campagne marketing. Mais cela crée aussi de walled gardens, avec des données d'utilisateurs qui seront de plus en plus difficiles d'accès. Au Québec, plusieurs changements législatifs annoncés en 2022 sur la protection de la vie privée, la loi québécoise et le projet de loi canadien, prendront réellement effet en 2023. Ainsi, des sociétés comme Quant, Proton, Olvid et Murena proposent un modèle alternatif en offrant des services numériques sans collecte de données personnelles, défendant ainsi un Internet éthique et transparent et souhaitant sensibiliser l'opinion pour faire émerger davantage le sujet de la protection des données personnelles dans le débat public. Les nouvelles technologies communément placées sur le terme parapluie d'Industrie 4.0 ont également des applications intéressantes pour promouvoir la responsabilité. Ethically Warm confectionne des manteaux véganes, écologiques et biodégradables. Les produits sont fabriqués éthiquement et localement à Montréal en utilisant des technologies de textile durable. Dans le domaine de la santé, la technologie de la chaîne de blocs permet d'utiliser des données pour communiquer avec les patients sans les partager avec un tiers. Elle aide à la protection de la vie privée des utilisateurs des services de santé. La consommation locale ne suffit plus car elle peut masquer des biens en provenance de très loin.
Ainsi, les consommateurs souhaitent voir davantage de marques et d'offres produites localement avec peu ou pas d'intermédiaires. Circuit court. Coureur du Dimanche est une marque française de vêtements et d'accessoires de sport fabriqués à partir de matières recyclées. Et il s'agit donc d'une organisation qui propose une alternative éco-responsable et locale à l'industrie de textile traditionnelle. L'organisation Cubi offre des modules en carton recyclé pouvant être utilisés comme meubles promotionnels et supports de communication dont la fabrication nécessite une très petite quantité d'énergie et est entièrement réalisée au Québec. Au regard de la définition du marketing responsable et des tendances sur le terrain, on peut conclure que les marques, toutes tailles confondues, s'engagent dans la responsabilité à des degrés variables et dans le but de se garantir un avantage réputationnel, d'éviter des sanctions, mais aussi de faire des gains économiques. Si une organisation arrive à éviter les pièges de l'éco-blanchiment, le marketing responsable peut donc lui être avantageux. Merci pour votre attention. Alors, ma réaction au moment où j'ai découvert cette présentation de ce tour d'horizon, de ce florilège, je me suis dit, si je suis dans la salle à Comme en Or et que je suis dans le département marketing d'une entreprise, je ne sais toujours pas par quoi commencer. C'est-à-dire qu'en fait là, on a un éventail de possibilités et la vraie difficulté d'être capable d'avoir du discernement sur ce qui est, ce que sont les enjeux que je dois mettre en avant en tant que marque, que je dois mettre en avant en tant que direction marketing d'une entreprise. Je pense que tout le monde connaît le cas de Dove, qui est un cas d'école qu'on enseigne d'ailleurs en cours de marketing responsable, où Dove avait lancé une campagne sur l'estime de soi pour sensibiliser les jeunes filles aux images trafiquées qu'elles voyaient dans les médias. Ils ont lancé cette campagne et ils ont été attaqués par les ONG parce qu'on considérait que Dove avait comme enjeu prioritaire avant celui-là l'impact environnemental de sa chaîne de valeur et la déforestation qui était générée par la création de ses produits. Tout à l'heure, on a dit, finalement, le développement durable, la RSE, a besoin du marketing responsable pour transformer l'essai. Mais c'est vrai dans l'autre sens. Si le marketing ne comprend pas les enjeux de durabilité dont Pierre Woll parlait tout à l'heure, s'il n'est pas capable d'identifier ce qu'on appelle en RSE, c'est un mot de jargon avec lequel vous repartirez s'il est nouveau pour vous, les enjeux matériels, s'il ne traite pas des enjeux pertinents, prioritaires, il peut faire une erreur dramatique et mettre sa marque ou son entreprise en danger. Donc c'est aussi ça qu'on avait envie de vous dire. Si demain, vous devez engager votre marque ou votre entreprise dans une démarche de marketing responsable, vous aurez besoin d'avoir quelqu'un qui maîtrise la RSE dans votre organisation et de travailler ensemble. Alors, on avait envie, dans la troisième partie de ce premier éclairage, de se dire, OK, le marketing responsable, on en a compris les contours, on en a compris les grands enjeux, le terrain de jeu un peu kaléidoscopique à ce stade. Mais on a, avec Pierre Woll et Pierre Edarès, on a identifié deux thématiques qui nous paraissent vraiment intéressantes. La première, c'est la désirabilité. Comment je fais pour que les gens aient envie d'acheter les produits et services plus responsables? Comment je fais pour éviter que dans le rayon, j'ai ma super proposition de valeur avec un S, mais que le client prenne celle qui est à côté ou en dessous? Et donc se pose la question de comment les marketeurs peuvent travailler sur ces questions et notamment peuvent mettre en place ou activer la relation avec les clients et avec les parties prenantes plus globalement. Et donc j'avais envie de t'inviter, Pierre, à nous apporter ton éclairage sur cette notion. Tu as le micro ? Alors, dans la présentation de chacun de nos intervenants, je suis passé un peu vite, pardon, sur les champs dans lesquels vous intervenez tous les deux. Donc, si tu peux nous dire un mot, Pierre, le slide était intercalé, pardon, juste oui, sur les champs dans lesquels tu es actif, au-delà de l'ouvrage que tu nous as déjà présenté. Ok. En fait, donc, je reprends ton point. On vient d'avoir un panorama intéressant d'initiatives internationales, mais ta question, c'était par où commencer, okay, comment organiser un peu tout ça.
Alors, les vignettes, les exemples, les stories, c'est super important, hein, ça inspire. Mais aujourd'hui, il y a des cadres. Et donc, ces cadres, ils sont aussi structurants, ils permettent de progresser, de voir les différents niveaux, les exigences hein, aussi. Et donc, voilà, 2 mots là-dessus. Donc, premier mot, il y a des cadres. Alors, par exemple, donc l'AFNOR avec ses systèmes de certification. Il y a Bicorp avec son système de labellisation. Bon, donc moi, j'encourage les entreprises à aller regarder ces cadres-là et à voir comment s'inscrire dans ces cadres et se donner l'ambition d'obtenir telle certification, telle labellisation. Ça permet d'être accompagné. Bon, voilà, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur les business models. Il existe aussi des cadres. Et là, ce que je voulais vous présenter, c'est tout simplement 2 cadres. Celui-là, vous repartez à tête reposée. Si vous avez un truc à faire, c'est aller voir le site de la fondation Ellen MacArthur. Grande navigatrice, mais qui est aussi, qui promeut, à travers sa fondation, l'idée d'une économie circulaire. Et donc là, vous avez des boucles. Et le point, c'est que chaque business peut être repensé à partir de ces boucles. Donc, on ne va pas détailler le slide là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est aller voir le site de la Fondation Ellen MacArthur, réfléchissez à vos business en termes de circularité et vous allez trouver des opportunités pour créer des modèles d'affaires innovants qui réduisent l'impact de vos activités. On parle aussi des Alors, repair, réparer, reconditionner, recycler, bref, le monde des il y en a 6 ou 7, je crois. Donc, on peut repenser les business à partir de ces cadres-là. C'est extrêmement puissant et on peut se faire accompagner par différents acteurs, dont la Fondation Ellen MacArthur. J'en fais pas la promotion, je ne suis pas actionnaire, d'ailleurs c'est une fondation, hein, mais bon voilà. Donc, mais ça fait partie des cadres, il faut remettre les initiatives dans des cadres. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si vous regardez bien, c'est des boucles de ressources. Donc, par exemple, je sais pas moi, les coquilles d'œufs. Il y a une boîte en France qui s'appelle Circule Egg, qui récupère des coquilles d'œufs, 20 000 tonnes en France, pour en faire du mastic, de la peinture, du calcium pour l'alimentaire, etc. Bon, c'est génial, c'est amusant, etc. Ok, c'est utile. Mais mon point, c'est de dire que quand on parle d'économie circulaire, on parle de boucle de ressources. Et là, je prends un peu le contrepoint de mon introduction, mais c'est qu'on a tendance à oublier le client. Et donc, ce client, il faut l'accompagner parce qu'il ne sait pas où déposer ses coquilles d'œufs. Bon, j'exagère parce que les coquilles d'œufs, il les récupère auprès des industriels. Ce n'est pas mes coquilles d'œufs à moi. Hein. Mais par exemple, vous avez une entreprise lilloise qui s'appelle ZAC. C'est un opticien qui récupère les lunettes. Bon, où je les dépose, ces lunettes? Quelle est la récompense? Oui, bien sûr, je fais un geste citoyen en ramenant mes lunettes. Mais comment je suis incentivé pour faire ça? Quel est le parcours client? C'est ça mon point. Quel est le parcours client des boucles circulaires de ressources? Le client, il est complètement paumé. Alors, certaines marques, je parle d'Orange, là, a mis en place un programme qui s'appelle pour récupérer et reconditionner les téléphones portables. C'est 3 ou 4 millions de téléphones qui ont déjà été récupérés. Hein. Mais ça ne se fait pas naturellement. Il faut accompagner le client. Donc mon point, c'est que les communicants, les gens en relation client, doivent accompagner l'économie circulaire en aidant les clients à se retrouver dans ces boucles de ressources. Voilà. Et je vais passer le slide suivant, mais simplement pour dire qu'aujourd'hui, il y a des vrais business models avec ce qu'on appelle des licornes, hein, typiquement back market, qui rentrent dans le top 50 des marques qui ont le plus de valeur à l'international, hein, autour du reconditionnement. Alors essentiellement des produits technologiques, mais évidemment c'est une grosse tendance qu'on retrouve dans plein d'autres secteurs. J'ai évoqué l'optique tout à l'heure, mais on pourrait multiplier les exemples. Donc aujourd'hui, il y a des vrais business models qui se construisent autour de l'économie circulaire. C'est plus un enjeu politique, c'est vraiment un enjeu business aussi, et plus seulement un enjeu politique. Et aujourd'hui, les entreprises peuvent mettre en place des business, des modèles d'affaires profitables autour de cette économie circulaire. Voilà, donc pensez à ces cadres type AFNOR, Bicorp et autres. Pensez aussi au cadre de l'économie circulaire, parce que c'est ça qui va faire progresser les entreprises pour réduire leurs impacts. Alors, moi, je commence à avoir quelques mots-clés dans la présentation qu'on a. D'abord, la question, c'est les enjeux matériels. Est-ce qu'en tant que marketeur,
j'ai envie de m'exposer sur les bons sujets. Ensuite, on a posé la question du modèle économique et donc de se dire, si je suis marketeur, est-ce que mon entreprise et mon modèle peut être amélioré par l'approche de l'économie circulaire ou, on va le voir tout à l'heure avec Pierre, l'économie de fonctionnalité. Ce sont des nouvelles approches de modèle économique et il n'est pas certain que mon entreprise soit adaptée à cette approche. Et donc, il faut que je m'approprie ces sujets et que je vois comment je peux peut-être faire évoluer mon produit. Je vendais des boîtes, demain je vais vendre de l'abonnement. Je ne recyclais rien, je vais recycler. J'avais des déchets, ça devient la ressource d'une autre entreprise qui considère mon déchet comme un ingrédient. Voilà. Et donc, on voit en effet qu'on est dans des logiques où, en plus, on élargit le cercle des gens avec qui il faut qu'on entre en conversation. Tu parlais de désirable, on peut peut-être parler de ça 2 minutes. Là, la raison pour laquelle j'ai mis ce visuel de Back Market, c'est que l'ambition de Back Market, c'est pas juste de reconditionner des téléphones mobiles, des produits technologiques et autres, c'est de faire en fait du reconditionnement quelque chose de désirable. Et c'est pas seulement pour ceux qui ne peuvent pas se payer le neuf, c'est beaucoup plus que ça. Donc bien sûr, il y a un avantage prix, hein, c'est moins cher d'acheter d'occasion que d'acheter du neuf. Il y a un vrai avantage prix, un vrai bénéfice, mais quelque part, c'est faire du reconditionnement un geste valorisé. Et donc tu parlais de désirable, oui, le durable doit être désirable. Et quand on regarde la sphère politique, souvent on est dans l'interdiction, la contrainte, la réglementation. C'est important, mais il faut aller aussi vers... C'est ça le territoire de la communication aussi, hein, c'est rendre le durable désirable. Donc voilà un bon exemple, Back Market, hein, c'est pas les seuls, hein, mais Back Market, ils gagnent des prix EFI, ils font de la com. C'est une licorne qui a levé plusieurs centaines de millions d'euros, mais qui réinvestissent plusieurs dizaines de millions d'euros par an dans la communication pour rendre le reconditionnement désirable. Donc ça, c'est évidemment un sujet important. Et puis je crois qu'on voulait parler aussi d'un autre sujet, les imaginaires, ou tu veux en parler maintenant ou plus tard? Ok. Non, juste un point. Je voulais juste, avant qu'on parle des imaginaires, se dire, et tu as bien insisté dessus, dans cette notion de désirabilité, il y a le client. Est-ce que le client comprend les sujets? Est-ce qu'il a des bons repères? Et puis surtout... est-ce que j'ai capté le fait qu'il a changé, qu'il n'a pas les mêmes attentes? Est-ce que j'écoute ce client? Dans les cours de marketing à l'ancienne, vous savez, on a le bénéfice fonctionnel et le bénéfice émotionnel. Il y a un troisième bénéfice, c'est le bénéfice de sens qui va au-delà du produit ou du service. Tu parlais des Bicorp, Afnor, etc. Moi, j'aurais envie avant cela de dire, OK, j'achète un produit. Est-ce que ce carnet a été fabriqué avec du papier issu de forêts gérées durablement? Là, on est sur un label produit qui va donc être différent d'un métier à l'autre. Et puis, est-ce qu'il est agréable? Est-ce que j'ai envie de le porter? Est-ce qu'il est joli? Ou est-ce que parce qu'il est responsable, il n'est pas... je n'aime pas l'avoir entre les mains. On est dans le bénéfice émotionnel et on doit garder de l'émotion positive dans le marketing responsable. Mais le bénéfice de sens, c'est de dire... Qui sont les gens qui fabriquent ce carnet? Quelle est la boîte qui est cachée derrière la marque? Est-ce que je peux savoir qui sont ces gens-là? Et ça m'intéresse d'aller donner mon argent et d'acheter les produits d'une entreprise qui est engagée. Et donc, on voit qu'il y a une frontière entre la communication corporate et le marketing. Plus ça va et plus les consommateurs veulent savoir qui est caché derrière les produits. Et donc, on doit allier les deux notions. Mais, et moi, tout à l'heure, Pierre, tu disais, j'ai fait un peu ma révolution. Moi, j'ai vu l'évolution de la manière dont on a essayé d'engager les gens sur les sujets de durabilité. Et l'erreur qu'on a fait au début, c'est qu'on a été hyper négatif, hyper effrayant, hyper anxiogène. Et dans les médias, on entend aujourd'hui cette espèce de crainte permanente qu'on met sur les citoyens, les consommateurs, qui finalement, on se dit, tiens, ça pourrait nous pousser à l'action, mais pas du tout. Parce qu'on est comme le lapin devant le serpent, on est paralysé et on n'agit pas. Et donc, il y a quelque chose que je trouve très intéressant en ce moment, même si c'est un peu conceptuel, c'est ce qu'on appelle les nouveaux récits. Comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire de où on en était, où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on va aller pour donner envie? Et qui donne envie dans les entreprises? Eh bien, c'est le marketing. Et donc, comment est-ce que ce marketing peut faire ça? Et donc, ça fait le lien avec cette notion de nouveaux récits. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Pierre? Alors, oui. Juste un mot. En fait, en tant que communicant sur ces sujets, je pense qu'il y a plusieurs stratégies possibles. Donc, je vais être très rapide. La première, c'est de ne rien dire. Comme ça, on évite le greenwashing. De faire en sorte que
de faire confiance quelque part au client pour que lui-même se rende compte que ce produit a été fait, fabriqué dans des conditions ou avec des inputs entre guillemets responsables et durables. Bon, ça c'est la première stratégie. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui se disent au fond, il vaut mieux faire et ne pas dire. Bon, ça c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est d'expliquer. Donc pédagogie, storytelling aussi, voilà, mais c'est de convaincre, c'est de faire adhérer, deuxième stratégie. Troisième stratégie qu'on voit beaucoup, c'est le nudge. Donc c'est manipuler quelque part le client pour qu'il fasse les bons choix. Appelons un chat, un nudge, c'est un dispositif qui va manipuler le client. Alors pour la bonne cause, ok, mais c'est quand même un dispositif de manipulation. Et puis la dernière stratégie, c'est la stratégie effectivement plus globale, on va dire macro, de travailler sur le récit. Et tout à l'heure, Myriam parlait de quelque chose d'intéressant, qui est le paradigme social dominant. Et le paradigme social dominant, très clairement, c'est le paradigme de la réussite matérielle. Donc dans les films, dans les séries, dans l'ensemble des productions culturelles, on voit que la réussite, c'est d'abord la réussite matérielle et la réussite donc liée à l'argent finalement et à la consommation. Ça, c'est une dimension de l'imaginaire qui pose problème parce qu'au fond, dans la société, on véhicule cette représentation culturelle d'une consommation qui va nous sauver et qui est surtout la seule façon, quelque part, de se distinguer et de créer un statut. Donc ça, c'est vraiment la question de l'imaginaire, imaginaire de la ville, imaginaire de la réussite, imaginaire de la nature. Et tout ça, ça vient du fait que depuis à peu près 400 ans, l'homme veut maîtriser, dominer la nature. Donc là, je vous ai présenté un visuel sur ce sujet qui est quand même assez compliqué, mais très intéressant pour les communicants. C'est un visuel qui est issu d'un travail de l'ADEME, comment faire évoluer nos imaginaires. Et vous verrez que les communicants ont une large place à jouer dans cet enjeu, mais qui est un enjeu macro, qui dépasse quelque part les produits, les services qui sont mis sur le marché. C'est comment collectivement on peut faire évoluer nos imaginaires pour faire en sorte que notre rapport à la nature change, notre rapport au progrès change, notre rapport au développement et à la réussite change. Voilà, donc c'est un programme, on voulait parler de ça aujourd'hui avec vous parce que c'est un sujet de communication, c'est le travail sur ces récits, sur cet imaginaire, mais ça veut dire sortir de 400 ans où on nous dit que le progrès, c'est dominer la nature. Et de 200 ans où on nous dit que la réussite, c'est gagner de l'argent et le dépenser. Voilà, donc c'est une tâche assez ambitieuse, mais les communicants peuvent prendre parti à ça. Alors, je voulais faire un petit clin d'œil à ceux d'entre vous qui auraient envie peut-être de sensibiliser, d'embarquer des collègues, des collaborateurs autour de ces sujets. Il y a très longtemps, il y a un monsieur qui s'appelait Al Gore qui avait fait un film qui s'appelait Une vérité qui dérange, qui était extrêmement scientifique. Et je me souviens, je l'avais passé dans 18 entreprises et dans les premiers cas, les gens repartaient en se disant c'est la catastrophe. Parce que nous n'avions pas créé le chemin de remontée. Donc là, on les emmenait au fond du gouffre de l'angoisse. On n'avait pas créé le chemin pour remonter la pente et se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et donc finalement, les anges disaient je suis une goutte d'eau dans l'océan, je ne sers à rien. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que vos collègues dans les différents métiers, y compris dans vos équipes marketing, aient ce sentiment. Et donc le nouveau récit, c'est faire le constat et en même temps montrer l'énergie de ce qui est en train de se passer. Montrer que c'est possible d'évoluer. D'expliquer aux marketeurs que bien qu'ils n'aient pas toutes les clés, ils peuvent les récupérer en collaborant en interne ou en externe avec d'autres personnes. Et qu'on est en train de construire ce monde plus responsable, qui n'est pas celui dans lequel on est aujourd'hui, mais qu'on est déjà en train d'y aller. Voilà, cette notion de nouveaux imaginaires, c'est très important pour ne pas tomber dans le piège non plus du greenwashing, mais du catastrophisme écologique qui pourrait être contre-productif et ne pas nous aider à créer le monde de demain. Alors, donc on a parlé, merci Pierre de ton éclairage, on a parlé de la désirabilité, comment je donne envie et comment j'accompagne le client qui doit parfois changer de manière d'utiliser mon offre, qui doit comprendre un bon produit différent d'un moins bon produit avec des labels qui peuvent être produits ou entreprises. Mais en préparant cette conférence, on s'est dit, si on veut être très concret, il y a un autre sujet qui se pose. C'est la manière dont le
vous savez, dans les 4 P historiques qu'on a tous appris en marketing, il y a le prix. Comment je fais pour que tout ça, ce soit désirable, j'ai envie de l'acheter, mais que ce soit accessible. Et donc là, il y a une autre compétence qu'on a besoin de s'adjoindre, qui est la compétence financière, la compétence du modèle économique et financier. Et donc, comme Pierre, on a la chance de t'avoir parmi nous et que tu travailles depuis de nombreuses années, à la fois en entreprise, mais aussi dans les organisations financières, de banques, d'assurances, etc., sur ces notions, j'avais envie que tu puisses nous apporter ton éclairage sur, quand on soulève le capot un peu de tout ça, qu'est-ce qui est en train de se passer aussi sur les modèles marketing, mais aussi financiers. Oui, alors, effectivement, on est là quand même pour réduire son impact négatif, mais également et surtout pour maximiser l'impact positif qu'on peut apporter à la société et en tant que marketeur, contribuer à finalement maximiser les changements de comportement vers des comportements alors plus responsables, plus vertueux, je ne sais pas, il n'y a aucun terme qui me satisfasse vraiment, mais en tout cas qui aille vers plus de durabilité. Et pour maximiser cet impact, il faut à la fois que ça fasse envie et qu'on puisse, que le plus grand nombre puisse y avoir accès. Dans ces nouveaux récits, je ne sais pas si on a prononcé le mot jusqu'à maintenant, mais depuis quelques mois, il y a un mot qui devient à la mode, c'est le mot de sobriété. C'était pas franchement, effectivement, les modèles de réussite, c'était pas vraiment la sobriété. Maintenant, c'est plus un gros mot, et ça tombe plutôt bien parce que la sobriété, quand on est marketeur, ça permet de se recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'usage dont vont avoir besoin mes consommateurs, et c'est l'usage qu'ils vont pouvoir en avoir sans avoir d'impact négatif sur les autres dimensions. Donc j'ai pris quelques exemples, et notamment un premier exemple d'une offre plus sobre qui se concentre sur l'essentiel tout en donnant envie quelque part. J'ai pris l'exemple du compte nickel parce qu'effectivement, tu le disais Olivier, moi j'interviens beaucoup dans le domaine des secteurs financiers, des services financiers, que ce soit les paiements, la banque au quotidien. Et le compte nickel, il est arrivé un peu à contre-courant avec une offre extrêmement basique qui pourrait paraître une faiblesse puisque c'est une offre qui ne permet pas d'avoir de découvert. Donc ça peut être une faiblesse. Mais du point de vue d'une population plus modeste qui était un cœur de cible en fait au départ et de vouloir apporter de l'accessibilité, de l'inclusion financière, ça peut aussi être transformé en un énorme avantage parce que quand vous avez un budget contraint, que vous avez un budget compliqué, le découvert, c'est synonyme d'agio, c'est synonyme de commission d'intervention, et quand ça se multiplie, ça peut accroître vos difficultés financières et vous faire entrer dans une espèce de spirale. Et là, le fait d'avoir une offre claire, simple, sobre, transparente, chez nous, il n'y a pas de découvert, donc vous ne risquez pas ces inconvénients. C'est quelque chose qui est un discours qui plaisait et qui est allé recruter bien au-delà du cœur de cible de l'inclusion financière qui était ciblé au départ. Ça a été compensé aussi par le besoin qui était un besoin de visibilité sur son budget. Et donc, ils ont fait quelque chose qui était innovant à l'époque, qui était j'ai l'information des prélèvements qui vont arriver dans les prochains jours, je la donne à mon client avec un solde prévisionnel, et donc il a plus de visibilité, il va pouvoir éviter de se retrouver à court de ressources. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est généralisé dans l'ensemble des banques. Des offres plus sobres, c'est aussi quand on change de modèle économique et qu'on va vers plus de circularité ou plus de fonctionnalité, des services, mais c'est aussi des produits qui vont être, dont on va avoir l'usage, qui se doivent d'être plus robustes. La mobilité à la demande, c'est
c'est pas une voiture avec énormément d'options, c'est une voiture robuste qui me permet de remplir l'objectif d'aller à un point A, à un point B. Idem sur les vélos à la demande, c'est pas les plus légers, mais il faut qu'ils puissent être plus durables. Donc c'est des travaux aussi de R&D pour améliorer ces produits. J'ai mis aussi les exemples de alors j'arrive jamais à le prononcer, mais le décathlon inversé en Belgique. Si je me développe sur la seconde main, j'ai tout intérêt à ce que mes produits, lorsque je les mets en marché la première fois, soient d'une qualité suffisamment importante pour que mes clients y voient un intérêt à les rapporter, à les recycler, à les revendre. Idem pour l'initiative de location de Décathlon également. C'est aussi revenir aux besoins primaires, et c'est aussi appréhender les besoins avec une approche assez globale. Je mets l'exemple de la rénovation énergétique, parce que la rénovation énergétique, on va pouvoir se dire, est-ce qu'il faut que je refasse mon toit, que je refasse mes fenêtres, que je change la chaudière? Si je prends les choses individuellement, ça va pas forcément... je vais pas forcément y voir le bénéfice immédiat. Je sais que je peux avoir des aides, mais si je n'ai pas une vision globale des choses, je ne vais pas savoir à quelles aides je peux prétendre. Et quand je vais aller voir mon banquier, il va me dire vous pouvez, sous couvert de conditions, avoir 50 000 € et ça va vous coûter 210 € pendant 20 ans. Si j'ai une approche de certaines sociétés de tiers-financement qui vont commencer par un audit énergétique pour dire en faisant tel et tel bouquet de travaux, vous allez pouvoir passer d'une consommation d'un diagnostic F à un diagnostic B. Ça va vous faire à peu près X euros ou centaines d'euros d'économie par mois. Si je déduis les aides auxquelles vous avez droit pour tel bouquet de travaux, il reste X milliers d'euros de financement. Et donc, c'est un coût de, admettons, 200 € par mois, mais avec les économies d'énergie, finalement, le coût ressenti sur votre budget sera très réduit, voire nul. Donc, c'est une manière, là aussi, de rendre des travaux extrêmement lourds. Rénover une maison, c'est entre 70 100 000 € peut-être de rénovation énergétique globale, mais de le rendre accessible à des populations qui... a priori, se disaient que ce n'était pas pour eux. Voilà. Enfin, j'ai mis un autre exemple qui est de fournir, aller au-delà aussi de ces produits. Et là, je pensais à un exemple de Finfrog. Finfrog, c'est un peu du microcrédit. C'est une avance de trésorerie sur 3 mois maximum, 600 € pour faire face à des décalages de trésorerie. Et le fondateur de Finfrog expliquait que son objectif, c'était d'avoir une réponse pour chaque appel, même s'il n'est pas capable de lui prêter, parce qu'en lui expliquant par exemple comment aller demander une avance sur salaire auquel chaque salarié a le droit, ça l'aide à devenir entre guillemets plus solvable et de pouvoir, le cas échéant, fournir une réponse la prochaine fois. Voilà, et je termine rapidement parce que je crois qu'on n'est pas très en avance. Transformer son offre, ça se fait aussi grâce à la coopération. La coopération, pourquoi ? Parce que on en parlait, renverser son business model, passer d'un business model de vente de produits à un business model d'abonnement, de location, de vente de services, c'est renverser complètement finalement les cash flows. Donc quand on est marketeur, il va falloir aller expliquer son projet, le défendre et en parler très sérieusement avec la direction financière. Il va aussi falloir, on l'a vu, peut-être trouver d'autres modalités de financement, que ça soit développé en interne ou trouver des partenaires financiers qui vont pouvoir mettre en place des systèmes de location ou de leasing ou que sais-je. C'est aussi quand on passe à un business model de service, on est responsable du produit tout au long de sa vie. On ne vend pas le produit au consommateur de s'en débrouiller avec, mais on est responsable de sa réparation, de son reconditionnement quand on fait de la seconde main, de son entretien quand on fait de la location,
Ça pose aussi beaucoup d'aspects logistiques. Donc c'est autant de compétences, soit qu'il va falloir développer en interne, soit avec des partenariats très serrés. Et le dernier point, c'est la confiance. La confiance, parce que quand on est sur de la seconde main, il faut qu'on puisse avoir confiance dans le produit qu'on achète. Quand on est sur de l'économie collaborative ou en tout cas des transactions de particulier à particulier, il va falloir avoir confiance dans l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Et puis le dernier exemple, je ne l'ai plus en tête, mais tout ça, c'est des sujets qui vont avoir des solutions technologiques ou des solutions assurantielles. Mais c'est tout un tas de nouveaux acteurs qu'il va falloir agréger autour de son offre. Et finalement, le chef de produit, il ne développe plus un produit, mais il développe un panel de solutions autour de son offre. Alors, merci beaucoup. Non, c'est là. Oui. Alors, très intéressant. Je vais caricaturer 2 secondes les collègues qui ne sont pas vous, puisque vous êtes là, mais à qui vous parlerez en sortant de cet événement. Ils sont habitués à vendre des boîtes, et en vendant des boîtes, ils ont du chiffre d'affaires qui rentre immédiatement. Et là, on dit, sous couvert de durabilité, on va devoir ne plus vendre le produit, mais un service dont on va faire le paiement à l'usage. Et donc, on va être payé tous les mois et pas au moment où on vend le produit, en pariant sur le fait que c'est mieux et pour la planète et pour l'entreprise. Voyez un peu la révolution culturelle dont on est en train de parler. C'est pour ça que cette transition, elle doit se faire de manière rapide, mais aussi en suivant les bonnes étapes et en faisant collaborer les équipes marketing avec d'autres experts. Alors, je vous remercie tous les deux. Je vous rappellerai sur l'estrade tout à l'heure.